Bonjour, donc je vais vous faire quelques morceaux choisis sur les vascularites en essayant de ne pas trop empiéter sur le topo de mon collègue et qui va enchaîner ensuite. Et donc, je passerai assez rapidement sur les études qu'il aura l'occasion sûrement d'évoquer avec vous. L'actualité des vascularites, je l'ai scindée en deux grandes parties, en fait. C'est des choix très personnels que j'ai décidé de faire sur les gros vaisseaux et les vascularites en cas. Donc, concernant les vascularites des gros vaisseaux, on a eu des données cette année en lien avec les recours ACR qui ont été publiés en 2021. Et puis, l'essai GIACTA encore et toujours, en fait, qui nous a été proposé sur différents aspects complémentaires de l'essai initial du New England. Et puis, des données que l'on a eues avec l'ustekinumab et le baricitinib dans l'artérite à cellules géantes. Alors, sur les publications de 2021, l'ACR nous a fourni un certain nombre de guidelines thérapeutiques dans la prise en charge des vascularites des gros, moyens et petits vaisseaux. Et je tenais par cette diapositive simplement à souligner la place du tocilizumab dans les guidelines de l'ACR dans la prise en charge de l'artérite à cellules géantes, que ce soit la forme avec manifestation visuelle ou la forme sans manifestation visuelle, donc un positionnement extrêmement précoce en association à la corticothérapie. Et ces données-là, elles viennent bien sûr de l'essai GIACTA que vous connaissez tous, qui avait été publié en 2018 et qui nous proposait l'essai suivant, qui était de traiter des artérites à cellules géantes au diagnostic ou en rechute, selon 4 bras différents, 2 bras qui comprenaient le tocilizumab associé à une corticothérapie de courte durée de 26 semaines, et 2 bras sans tocilizumab avec une corticothérapie de 26 ou 52 semaines. Et je vous rappelle que dans cet essai, on avait une rémission soutenue à 52 semaines qui était supérieure avec le tocilizumab à hauteur de 50% dans les bras tocilizumab versus 15% dans les bras sans toci, et avec un bénéfice sur les doses cumulées de corticoïdes en faveur de l'utilisation du tocilizumab dans cet essai-là qui paraissait donc supérieur. Ce qu'on nous a montré cette année, ce sont les données de la phase d'extension avec ces patients-là qui étaient donc suivis dans la première phase de l'essai pendant 52 semaines, puis l'essai s'est poursuivi pendant 104 semaines, au cours duquel les patients ont été suivis. Il y avait 250 patients sur la phase initiale, 215 patients dans le suivi. Et voici ce qu'ils nous ont présenté en termes de résultats. Ils nous ont montré quel était le délai de survenue de rechute au cours du suivi de ces patients-là, avec une rechute qui survient bien plus tardivement parmi les patients qui avaient reçu du tocilizumab en phase initiale. Et ce qu'il est intéressant de voir dans cette publication, c'est la question qu'on s'est tous posée en se disant, mais ces patients-là, ils sont traités par tocilizumab, ils sont certes mis en rémission au bout d'un an, ils n'ont plus de corticoïdes, plus de tocilizumab, on arrête tout ça et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que chez les patients qui reçoivent le toci hebdomadaire, il y en a 42% qui restent en rémission clinique dans les 104 semaines de suivi. Donc, une donnée assez intéressante, puisqu'on a toujours cette impression-là que, bien sûr, le toci est suspensif et que nos patients vont rechuter. Eh bien, il y en a 58% en effet qui rechutent. Alors, on a ici ces données-là qui sont présentées en termes de doses cumulées de corticoïdes. Et ce que l'on voit dans le suivi de ces patients, selon les lignes thérapeutiques qu'ils avaient reçues, toci ou placebo, c'est que ce bénéfice en termes de doses cumulées de corticoïdes parmi ceux qui ont reçu le tocilizumab en phase initiale perdure dans le temps, avec une différence significative selon les différents bras de l'essai. Ils nous ont également présenté des données concernant les patients qui étaient traités soit au diagnostic, soit en rechute, l'hypothèse étant que peut-être, c'est quelque chose qu'on a tendance à proposer nous, de proposer le tocilizumab plutôt en rechute que d'emblée chez le patient qui présente une artérite à cellules géantes au diagnostic. Et donc, ils ont repris l'analyse et ils ont regardé dans la phase d'extension s'il y avait une différence selon que le patient était traité au diagnostic ou en rechute. Et ce que l'on voit, c'est que le profil est tout à fait similaire et qu'on a un pourcentage de patients qui reste parfaitement contrôlé dans le temps, qui est équivalent selon le profil initial à l'inclusion dans l'essai, avec toujours pareil un profil en termes de dose cumulée de corticoïdes qui est toujours en faveur de l'utilisation du tocilizumab, que ce soit chez les patients au diagnostic ou les patients en rechute. Et puis enfin, dans cette étude-là, toujours sur l'essai GIACTA,
Ils ont repris l'essai à 52 semaines et ils sont allés voir quels étaient les facteurs prédictifs d'échec donc parmi ces patients-là qui rechutaient. Et ce qu'ils nous montrent, c'est que si on prend la cohorte globale, en fait, on voit que très clairement, la prise en charge va en faveur de l'utilisation du tocilizumab qui diminue par 6 le risque de rechute et que les facteurs prédictifs de rechute dans la cohorte globale sont rattachés au score SF36 à baseline et au sexe féminin. Si on s'intéresse aux patients qui reçoivent le tocilizumab avec la prednisone et qu'on regarde quels sont les facteurs prédictifs de rechute parmi ces patients-là, ce qui ressort, c'est le score SF36 à baseline et la posologie de corticoïdes reçus par les patients initialement, avec les patients qui reçoivent une dose moindre de corticoïdes qui rechutent davantage. Et enfin, si on prend les patients qui ne reçoivent que de la prednisone, le sexe féminin est un facteur prédictif de rechute et je pense que ces données sont quand même assez intéressantes par rapport à la prise en charge de nos patients au diagnostic où on pourrait, en fonction du profil de certains patients, acter préférentiellement le tocilizumab chez certains d'entre eux. Et puis enfin, ils nous ont montré à partir des données de l'essai JACTA à 52 semaines dans cette publication-là, ils sont allés voir si il y avait un profil de réponse qui était différent selon que le patient avait une atteinte plutôt céphalique, plutôt une atteinte à type de PPR, ou bien s'il y avait l'association des deux sur le plan clinique au diagnostic. Et on est allé voir quel était l'effet des différents traitements de chacun de ces bras selon le phénotype clinique. Donc ça, c'est les résultats de la phase 1 à 52 semaines. On voit très clairement qu'il y a un bénéfice sur l'ensemble des phénotypes cliniques à utiliser le tocilizumab. qu'en termes de rechute, on voit très clairement que chez les patients qui ont à la fois le tableau de PPR, l'atteinte céphalique, il y a un bénéfice qui est en faveur du tocilizumab en termes de nombre de rechutes. On a le même profil qui se dessine chez les patients qui n'ont qu'une forme céphalique. Et si par contre, on s'intéresse aux patients qui ont une artérite à cellules géantes avec un profil essentiellement clinique avec une PPR, on voit que cette différence-là est bien moins stringente ici. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les données de l'essai JACTA et on y reviendra si vous avez des questions. Concernant les deux données thérapeutiques qui sont arrivées et publiées de façon récente dans l'artérite à cellules géantes, ça concerne l'ustekinumab et le baricitinib, avec deux études qui sont des études ouvertes, non contrôlées, sur un très faible effectif de patients de phase 2, donc des conclusions qu'on ne peut pas tirer très rapidement sur ce genre de données. Ici, on avait une quinzaine de patients qui avaient une ACG confirmée au diagnostic ou en rechute et chez qui on proposait un traitement par ustekinumab associé à une corticothérapie avec 3 types de décroissance de corticoïdes chez ces patients-là. Et on regardait quel était l'absence de rechute à 52 semaines. C'était le critère de réponses qui étaient évaluées ici. Donc, vous voyez, je vous ai dit une quinzaine de patients, mais en fait, il n'y en avait que 13 qui avaient un phénotype assez classique d'artérite à cellules géantes, pas de particularité à cette série-là. Mais ce que l'on voit ici, que je ne vous ai pas souligné sur le tableau, mais vous voyez que sur la première ligne, en fait, on a 3 patients qui, à S52, sont en rémission et sont sevrés de la corticothérapie. Et sur la troisième ligne, on voit que parmi les 13 patients, il y en a 7 qui ont rechuté à 52 semaines, avec ici des données de tolérance qui sont des données de tolérance assez classiques, avec des complications infectieuses qui sont rapportées ici, qui sont celles d'une population âgée qui est traitée par corticoïdes et ustekinumab. Et donc, sur ces données-là, les auteurs concluaient à l'absence probable d'intérêt de développer l'ustekinumab dans l'artérite à cellules géantes. Alors, je pense qu'il faut interpréter ces résultats avec pas mal de réserves. On pourra y revenir dessus. Mais on a une cohorte qui est ouverte, ce n'est pas randomisé. Il n'y a que 13 patients, en fait. Il y a une décroissance qui est quand même très rapide de la corticothérapie, puisque je crois que beaucoup de patients étaient à 5 mg à 12 semaines. Donc, peut-être qu'il y a une décroissance aussi très précoce des corticoïdes qui n'a pas permis à l'ustekinumab de prendre le relais, d'où le nombre de rechutes qui était important. Donc, à voir, mais en tout cas, un signal pas très en faveur de l'utilisation de l'ustekinumab ici, dans cet essai. Concernant le bari, on avait exactement le même schéma.
avec des patients qui étaient suivis dans l'essai pendant 52 semaines, qui étaient traités donc, par corticoïdes et bari, avec toujours des schémas de décroissance extrêmement rapides. Ici, on avait 15 patients qui étaient inclus, avec un profil tout à fait classique d'artérite à cellules géantes. Et là, pour le coup, on avait des schémas de décroissance de corticoïdes qui étaient quand même différents ici, mais il n'empêche qu'à 52 semaines, on a 14 patients sur les 15 qui sont en réponse soutenue et avec un profil de tolérance qui est attendu, je dirais, dans ce genre de population. Il y a eu un effet indésirable grave avec une thrombopénie à moins de 75 000, mais sans conséquences majeures. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter concernant l'actualité des vascularites des gros vaisseaux. Et on va embrayer sur les vascularites en cas et les quelques publications qui m'ont marqué ces derniers mois. Alors pareil, pour les vascularites en cas, on a eu les guidelines de l'ACR qui ont été publiés et qui positionnent ici pour les vascularites en cas, anti-PR3, anti-MPO, le rituximab associé à la corticothérapie en première intention sur les formes sévères, mais sur les formes moins sévères, on a ici le méthotrexate qui apparaît en première ligne avant notamment le rituximab. Alors, bien évidemment, je ne peux que vous parler de cet essai-là qui a fait quand même beaucoup de bruit, qui est l'essai qui a évalué l'avacopan dans les vascularites en cas. C'était un essai qui était mené de façon randomisée, contrôlée, en double aveugle. Les patients atteints d'une vascularité en cas ou diagnostiqués en rechute MPO et PR3 étaient traités par un immunosuppresseur qui était du cyclophosphamide ou un anti-CD20, à savoir le rituximab. Ils avaient en association à ce traitement-là une corticothérapie ou de l'avacopan. La corticothérapie était arrêtée précocement, l'avacopan était maintenu pendant 52 semaines. Vous voyez, la corticothérapie était arrêtée à la semaine 20 ici, alors que l'avacopan était poursuivi jusqu'à 52 semaines. Et on évaluait la réponse clinique à S26 et la réponse soutenue à 52 semaines. Ce qu'on a vu à S26, c'était qu'il n'y avait pas de différence en termes d'efficacité et que l'avacopan était non inférieur à la prednisone à S26 et qu'à S52, on avait une supériorité de l'avacopan comparativement aux bras qui ne recevaient que la corticothérapie qui, je vous le rappelle, était arrêtée à 20 semaines. Les patients étaient évalués à 52 semaines, donc ce sont des patients qui, lorsque l'essai avait été designé, n'avaient pas eu l'injection de rappel par rituximab à 6 mois, ce qui a pu potentiellement accélérer cette différence, enfin accroître cette différence que l'on voit en termes d'efficacité de l'avacopan. Quoi qu'il en soit, cette étude a donné lieu des autorisations d'accès précoce pour l'avacopan qui ont été données par l'HAS le 17 février 2022 dans l'indication en association au rituximab ou au cyclophosphamide pour le traitement des patients adultes atteints de granulomatose avec polyangéite ou de polyangéite microscopique. Et il y a une contre-indication formelle aux fortes doses de corticoïdes, cette réserve étant liée au fait que l'avacopan a un coût non négligeable. Je voulais également vous parler rapidement de cette étude qui est intéressante, qui est une étude qui évalue le traitement des vascularités en cas par du rituximab en association à une corticothérapie, selon un schéma un peu moins conventionnel que ce qu'on a l'habitude d'utiliser, soit du rituximab à 1 mg kg, ce que l'on fait plutôt nous sur les recommandations françaises, soit une corticothérapie à 0,5 mg kg avec une évaluation de la rémission à 6 mois chez ces patients, donc à 26 semaines. Et rapidement, ce que l'on voit, c'est que ça fait à peu près la même chose lorsqu'on met moins de corticoïdes en association à la corticothérapie avec une évaluation à 26 semaines. Et que par contre, en termes d'hypogammaglobulinémie, on a un impact moindre lorsqu'on utilise moins de corticoïdes, donc un intérêt probablement chez ces patients en termes de complications infectieuses, et ce qui se confirme ici avec des patients qui sont autant en rémission que ceux qui ont reçu plus de corticoïdes, mais des patients qui s'infectent moins avec un recul ici de 26 semaines. Un petit mot sur la GEPA avec à nouveau les guidelines américaines qui nous positionnent le mépolizumab, comme vous le voyez ici à droite, dans le GPA non sévère, active, mépolizumab en première ligne associé à la corticothérapie. Ça, c'est ce que nous recommandent les guidelines américaines. Nous, en Europe, l'actualité, c'est celle-là.
l'anti-IL-5, le mépolizumab, est utilisé chez les patients qui ont une GEPA en combinaison avec d'autres médicaments chez les patients âgés de 6 ans et plus, lorsque le GPA est de type récurrente rémittente, on n'est pas bien contrôlé par des traitements antérieurs, donc un positionnement en France du mépolizumab plus tardif que ce que recommandent les guidelines américaines. Quand on parle de GEPA, on ne peut que parler de l'essai français, auquel probablement beaucoup d'entre vous avaient participé, l'essai REOVAS, en fait, qui évaluait le rituximab dans la GEPA. Je vous rappelle, en fait, qu'en France, la prise en charge de la GEPA est calquée sur le FFS, en fait, qui est à noter ici en haut à gauche. Et selon le FFS, on met soit une corticothérapie seule, soit une corticothérapie associé à des bolus de cyclophosphamide avec un relais par de l'azathioprine. Donc, l'idée était d'évaluer le rituximab dans cet essai de supériorité randomisé contrôlé contre placebo parmi des patients qui étaient atteints d'une GPA récente ou en rechute avec un BIVA supérieur à 3. Ils étaient randomisés et stratifiés selon le score FFS qui donnait un schéma assez compliqué en fait, puisqu'en fonction du FFS, ils avaient différents backbones de traitement et ils avaient le rituximab en plus. Voici ici la population qui a été incluse. Donc, vous voyez une centaine de patients qui ont été inclus dans cet essai. Bon, un profil assez classique avec 60% environ des patients qui avaient un FFS à 0 et 30% qui avaient un FFS supérieur ou égal à 1. Et ce que l'on voit ici, c'est que le critère principal de jugement qui était le maintien de la rémission n'est pas atteint ici avec un profil tout à fait similaire qu'on utilise un traitement conventionnel ou qu'on rajoute un traitement par rituximab et aucune plus-value non plus sur le critère secondaire qui était l'épargne en corticoïdes, ce qui nous a permis d'écarter pour l'instant le rituximab des lignes thérapeutiques de la GEPA. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire et je vous incite à lire ce très joli papier qui nous fait dire que cette fameuse classification qu'on a un peu assez de montrer aux étudiants avec, voilà, avec l'artère jusqu'à la veine, on l'a vu, ça fait des années qu'on la voit. Cette classification elle va peut-être évoluer dans les prochaines années en introduisant l'immunologie dans cette classification-là, et ce qui lui donne quand même un côté un peu plus moderne. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Estibalis, est-ce qu'il y a des questions? Alors, sur les granulomateuses eosinophiliques, est-ce que c'est le fait qu'il y ait 2 bras au sein du bras conventionnel avec corticoïdes seul et cyclophosphamide, est-ce que ça n'altère pas en fait l'interprétation par rapport au rituximab qui était lui mis à chaque fois? À la rigueur, non, ça devrait même plutôt être en faveur du rituximab. Tu veux dire, est-ce que le fait qu'on ait rajouté le rituximab à un backbone qui était déjà efficace, ça n'a pas permis de salisser un peu les résultats? En gros, quand ils ont le score à 0, ils ont seulement les corticoïdes, ça aurait pu être clairement largement inférieur au rituximab, alors que l'autre supérieur à 1, ils ont le cyclophosphamide, mais en fait, ce que tu vas me répondre, c'est que ça aurait été en faveur du bras rituximab, alors tu ne montres pas la différence. Ouais, ça n'a pas vraiment de sens. Oui, exactement, il n'y a pas de différence en évidence. Moi, j'ai une question, Esti. Le PNDS sur le Horton a été publié finalement avant les données de GIACTA et les données prolongées. Est-ce que tu ne penses pas quand même qu'il faudrait proposer à tous les patients d'emblée un traitement par tocilizumab, comme les recommandations américaines? Oui, peut-être, je ne sais pas. Je pense qu'on attend beaucoup, nous, en France, ces recommandations américaines sont basées vraiment sur l'essai GIACTA. Il y a l'essai français, en fait, auquel tu participes pas mal, qui évalue également le méthotrexate. Je pense que ça va nous permettre d'avoir des éléments importants de réponse, en fait, puisque le tocilizumab est extrêmement intéressant dans l'utilisation, dans le traitement d'artérite acélugente. Après, ça pose des problèmes de surveillance
ces paramètres inflammatoires, de savoir quand est-ce qu'il faut arrêter ces traitements, de cet effet suspensif qu'on a l'impression de constater. Et donc, pour le coup, moi, j'attends beaucoup avant de me positionner sur l'essai qui évalue la place du méthotrexate et on verra en fonction comment on doit le positionner, le TOSI. Merci. Donc maintenant, merci.